Au Cameroun, le président Paul Biya affirme que la situation est maîtrisable et le gouvernement, conscient de la gravité de cette situation, est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie des Camerounais en choisissant de consacrer son discours uniquement sur l'impact sanitaire et économique du coronavirus. Le chef de l'État a-t-il rallié à cette cause nationale un des dissidents au régime? Il s'agit d'un prêtre jésuite et anthropologue engagé sur les questions des droits de l'homme. Il a mis sa foi au service de la justice pour dénoncer la malgouvernance, une liberté de ton pas toujours appréciée même dans les couloirs des chapelles catholiques. La construction de la démocratie au Cameroun répond-elle à ses aspirations? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour le prêtre jésuite, mon père Ludovic Lado. Il est l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Le père Ludovic Lado, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à cette émission. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, pour mener à bien cet entretien en respectant la distanciation sociale en raison de la pandémie de coronavirus, Jonathan Babila interviendra en première partie de cette émission. Ensuite, il y a Duval Fangwa qui nous rejoindra en deuxième partie de l'émission La Vérité en face. Jonathan Babila, good evening. Bonsoir Cédric. Good evening, dear viewers. Thanks for joining us in this edition of La Vérité en face. Reverend Father, you're welcome. Thank you very much. Alors, mon père Ludovic Lado, c'est une première depuis une vingtaine d'années. Les festivités marquant la fête nationale de l'unité ont été supprimées et le président de la République a invoqué la pandémie du coronavirus et il a appelé à une mobilisation des forces vives de la nation pour faire face à un ennemi commun. C'était dans un discours prononcé à la veille de la 48e édition de la fête de l'unité nationale. Quels sont les points saillants de ce discours qui ont retenu votre attention? Eh bien, comme vous l'avez si bien relevé, c'est inhabituel d'entendre le chef de l'État à la veille de la fête nationale du 20 mai. Et je crois que l'occasion s'y prêtait parce que nous sommes en circonstances exceptionnelles. La lutte contre cette pandémie mondiale, qui a une portée mondiale, et donc le chef de l'État s'est prononcé en mettant l'accent, je crois, si je l'ai bien suivi, sur le front uni. Il invite tous les Camerounais à s'unir, n'est-ce pas, pour faire face et barrer la route à cette catastrophe. C'est ce qui m'a le plus marqué dans ce discours, que par ailleurs j'estime en retard, et c'est pour cela que je dis, pour résumer, en termes de timing, que c'est un discours périmé. Ce discours aurait eu sa place au mois de mars. Et je crois qu'en termes de leadership, le timing compte aussi. Je crois 2 mois ou 3 mois après le début de cette crise, c'est maintenant que l'on entend le chef de l'État. Moi, je trouve qu'il aurait pu faire mieux. Mais pourtant, il a dit qu'il a donné des prescriptions au Premier ministre afin que des mesures soient implémentées sur le terrain et en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, il a donné d'autres orientations. Et dans son discours, il dit que la situation est maîtrisable et que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour protéger la vie des populations. Est-ce que ce n'est pas ça que les populations attendent d'un président de la République dans l'action concrète, comme il a relevé dans son discours? Oui, ben j'aurais bien voulu savoir ce que le président de la République faisait au lieu de donner les instructions lui-même. Pourquoi il doit le faire par des intermédiaires? Moi, je crois que la présidence de la République, ce n'est pas une chefferie traditionnelle. En pays bamiliqué d'où je viens, eh bien, le chef, effectivement, est très discret. Et ce sont ces notables qui sont souvent ses porte-paroles. Mais je crois qu'une présidence moderne se distingue aussi par la visibilité du leadership, surtout en des circonstances exceptionnelles comme celle-ci. On attend de voir le président que je compare en termes bibliques à un berger prendre les devants
Et cela m'a beaucoup intéressé qu'en ces temps de Pâques, beaucoup de textes que l'on a lus portaient sur le rôle du berger, la posture du berger. Le berger est devant, il n'est pas derrière. Et il donne le ton. Et les autres qui travaillent avec lui, ou si vous voulez les brebis, le suivent. Et quand il y a danger, le berger ne se cache pas. Le berger affronte le loup. Et donc, ce sont là mes repères du leadership. Le leadership, c'est aussi la visibilité du chef qui donne le ton, donne des orientations et parle à son peuple. Donc, je me réjouis qu'il ait parlé finalement, qu'il ait pu parler hier. À défaut de se taire définitivement pendant cette crise, il a quand même dit quelque chose. Même si, comme je l'ai dit, je trouve que ça vient un peu trop tard. Est-ce que ce discours du président de la République, Paul Biya, vous a-t-il permis d'en savoir davantage sur le plan de riposte sanitaire du Cameroun face à cette pandémie du coronavirus? Non, pas du tout, justement. Il a récapitulé ce qui s'est fait jusque-là. Encore que si on veut évaluer l'efficacité de la stratégie de riposte du Cameroun, il y aurait beaucoup à interroger, parce que, encore une fois, ce serait se faire beaucoup d'illusions, et ça ne vaut pas seulement pour le Cameroun, ça vaut pour la plupart des pays africains, et surtout ceux de l'Afrique centrale, qui concentrent la majorité des potentats. Ce serait se faire beaucoup d'illusions que de croire que ce sont les stratégies mises en œuvre qui ont freiné l'avancée de la maladie dans notre contexte. Moi, dans ma petite tête, quand je me mets à prier, je rends grâce à Dieu en disant « Heureusement que ce qui s'est passé en Europe ne sait pas encore », parce que certains pensent que le pic n'est même pas encore atteint en Afrique et projettent pour septembre le pic de la maladie. Il y a eu beaucoup de projections catastrophiques sur cette pandémie par rapport à l'Afrique. On n'y est pas encore, on ne le souhaite pas. Mais encore une fois, ce serait une illusion de la part de nos gouvernants de croire que ce sont leurs dispositions qui ont barré la route à la maladie, au coronavirus. Je me dis, moi, que c'est coronavirus qui nous a épargnés. Nous n'avons certainement pas les infrastructures sanitaires qu'il faut pour faire face à cette maladie. Si elle venait à se déployer chez nous, comme elle a fait à l'étranger, ça aurait été une hécatombe. Et donc, c'est pour cela que les vraies leçons à tirer ne commencent que maintenant. En voyant ce qui s'est passé en Occident, souvent ou de loin mieux équipés que nous devrions nous demander que faire pour être mieux préparés aux prochaines pandémies. Si coronavirus continue à nous épargner, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de choses à faire. Et le premier niveau d'intervention, c'est bien sûr les équipements. In a short while, we're going to come to what should be done now at this stage of the epidemic at the national level. Yes. But first, you indicated earlier that the President of the Republic has been silent, and according to you, he hasn't been a good leader, because a good leader is supposed to be at the front, he's supposed to be present, especially in difficult times. And now he has spoken, and he said that his speech was late, and according to you, there was nothing new in that speech. What could be the impact of an empty speech, so to speak, according to you? Well, again, for me, the speech was symbolic in terms of, again, showing up and saying, well, we are in it together. I'm simply saying that he should have done it earlier. For me, that's leadership. Taking the front seat and fighting with your people against the danger. You don't stand back and send people out. That's at least my vision of a good leadership. Yes, but you said that he said nothing new in that speech. So yeah, well, of course. Of what impact is good? I mean, he summoned all Cameroonians to unite, to face the danger, which is a good message. We are all invited to be in this together. But what I'm trying to put across is that, again, what do we call unity here? Because, again, recently there was a lot of debate about parallel initiatives.
which were blocked by the state, or state governments at least, officials, because one political party wanted to run its own show with regard to fighting COVID-19, and they were not happy about it. So how contradictory is it then to say, let's all unite behind, and let's all unite and fight this danger, but at the same time, you are frustrating complementary efforts, or at least parallel efforts So, personally, apart from the message of unity, there was nothing new. Almost everything in that speech had been heard before. How is the position of government as far as the Suivi Cameroon Survival Initiative of Professor Maurice Kamto, a contradiction to the call for unity by the head of state? Well, of course, we have been following the news, these things on the news, and it is a parallel initiative from partisans of a political party. And we all saw that it did not please government officials. And they did all they could to stop it, to frustrate those efforts. For what? What for? If we are all in for the fight, then we should encourage, all initiatives which can contribute to the success of the enterprise. So I thought that it was a pity that... But the government was saying that through the Minister of Territorial Administration that the law should be respected, not that the initiative is bad, but that the law wasn't respected. In the procedure of undertaking that initiative, the initiators did not go to seek for authorization from the Ministry of Territorial Administration. And that is why we have this sort of a fight between the government and Professor Maurice Kamto and his collaborators. Yeah, I agree. If you want to take a legalistic approach, of course, you can always find a reason to stop a good initiative. But if Cameroonians had to wait for legal procedures to survive, many survived thanks to their personal initiatives. And we should encourage, local initiatives and stop this legalistic approach, which in fact I think is a way of simply covering up a political game. Another issue which the head of state mentioned in his speech, which is also having a legal problem, is African traditional medicine. The head of state mentioned this, and we know that there is His Grace Samuel Kleda, Bishop of Douala, who has brought up a herbal medicine which has treated many COVID-19 patients. But there is a debate on African traditional medicine, with the World Health Organization saying a warning against untested medicines, and government hesitating to help in the initiative of Samuel Kleda and so on. What do you think government should do at this level? The head of state mentioned this. Should the government support Samuel Kleda to produce more of those herbal medicine? Well, again, if we had to take a legalistic approach to the initiative of Bishop Kleda, the government would have stopped it, or should have stopped it, because it is a public health issue. But they allow it to go on because they feel that it is possible, it could help. Because as you know, we don't have any medicine, and we don't have any medicine now for treatment of coronavirus. So they feel that that could be a possible solution. But if we had to go through all the normal procedures that a good government will take to kind of allow Bishop Kleda to administer his herbal medicine, he should have been stopped. So I'm simply trying to show that, again, the president said we should encourage all the endogenous or local solution to, and this is what's happening elsewhere also. In Madagascar, you see what has been happening, and these are things we should encourage. I think, and I've actually edited a book on medical pluralism as an anthropologist. I have edited a book on medical pluralism in Africa,
you can't, the attempt to submit what you could call traditional medicine or African medicine, I don't know, to the parameters of modern medicine, it doesn't work. Because before modern medicine came, our people were treating themselves. And there's local knowledge about that. What we need to do is to develop it. Not only at the national level, but at the African level. And I think that one of the merits, if you can speak in this way, one of the merits of COVID-19 is that it has legitimated in a certain way traditional or African herbal medicine. And I think we should, not that we should exclude modern medicine and only be with traditional, or we should exclude traditional medicine and only be with modern medicine. I think that there is a way in which these two or these three, or as many as we can imagine, can coexist and contribute to human health. So I'm happy that these initiatives are coming up and that the government should simply make sure that there are guidelines and that people are following them in terms of not putting public health into danger, and that has not happened anyway with the herbal medicine of Bishop Cléda. So. Père Ludovic Lado, au-delà de ce débat sur la médecine traditionnelle et ses vertus dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, vous avez évoqué tout à l'heure la gestion de la crise sanitaire en elle-même, surtout au Cameroun et dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, notamment les pays francophones et ceux d'Afrique centrale. Lorsque vous appréciez le cas du Cameroun, plus de 2 mois après l'apparition du premier cas du Covid-19, le pays fait face à près de 3000 cas déjà enregistrés, dont près de 1500 ayant retrouvé la santé, environ près de 200 décès déjà enregistrés de façon officielle. Comment appréciez-vous cette gestion au regard des centres agréés Covid-19 mis en place dans les différentes villes de Douala et Yaoundé, notamment les hôpitaux publics agréés Covid-19? Comment appréciez-vous la gestion de cette crise sanitaire au Cameroun? Eh bien, d'abord, je me réjouis d'une chose, et ça c'est un peu général au niveau de l'Afrique. Je me réjouis du fait que les pays africains ne se soient pas simplement contentés de copier les stratégies utilisées par l'Occident. Et donc la stratégie, par exemple, du confinement général. Et ça n'aurait certainement pas marché dans un contexte comme celui de l'Afrique, où en général, 85, parfois plus, % de la population fonctionne dans le vide du secteur informel. Il y a quelques jours, j'étais au marché Kouloulou, ici à Douala, pour des raisons personnelles. Et quand vous voyez un marché africain, vous vous dites, mais si on fait un confinement général, toutes ces personnes vont vivre de quoi? Donc, je me réjouis qu'ils aient adapté la riposte au contexte qui est le nôtre. Maintenant, quant à l'efficacité de la stratégie, bien évidemment, la première responsabilité de la prise en charge de sanitaire repose sur chacun d'entre nous. Donc, il y a d'abord une responsabilité individuelle. Les consignes données par l'OMS valent pour tout le monde. Dans le monde entier, c'est les mêmes gestes barrières partout. Et donc, il revient à chaque Camerounais d'abord d'assumer ses responsabilités pour les respecter. Et donc, par conséquent, on ne peut pas attendre du gouvernement qu'il fasse des miracles, parce que même si le gouvernement fait et dicte des mesures ou bien formule des mesures, et que les populations, à cause de l'indiscipline, et on l'a de toute façon relevé dans le contexte du Cameroun, c'est avéré, l'indiscipline des Camerounais ne fait l'ombre d'aucun doute. Et tout ça contribue à freiner la lutte contre le coronavirus. Donc on ne peut pas dire que l'État camerounais n'a rien fait. Maintenant, est-ce que la riposte était est-ce qu'elle est à la hauteur des attentes d'un contexte ou d'un peuple comme celui du Cameroun? Bien évidemment, non. Puisque,
encore une fois, si on veut revenir sur la question de l'équipement, des infrastructures sanitaires, eh bien, ça laisse à désirer. Et je donne un simple exemple. Si déjà dans un pays comme le nôtre, dans un hôpital dans un hôpital central, dans une capitale, on manque de couveuses pour sauver des bébés, je me demande comment on va lutter contre Covid-19. Donc, on a un gros souci, c'est la qualité de nos infrastructures sanitaires. Et rien n'a changé de ce point de vue-là, même si peut-être on a fait des commandes de matériel, eh bien, le temps que ces matériels arrivent, qu'on les installe et qu'on se prépare à un meilleur environnement sanitaire, eh bien, encore une fois, c'est pour dire que nous ne sommes ni de loin ni de prêts à affronter Covid-19 si jamais ça prenait la tournure que cette maladie a prise en Occident. Et on doit se le dire en face et en vérité. Alors maintenant, le ministre de la Santé a fait ce qu'il pouvait pour communiquer, pour mettre sur pied une structure. C'est pas moi d'en juger, c'est pas mon domaine, je suis pas épidémiologiste ou bien stratège de la santé, mais ce que je constate, c'est que très vite, à cause des pressions économiques, et le chef de l'État, de toute façon, a évoqué certaines mesures économiques dans son discours visant à atténuer l'impact négatif de Covid-19, à cause des pressions économiques, on a dû relâcher, je crois, un peu trop tôt certaines mesures, surtout par exemple la réouverture des bars au-delà de 18 heures. Il n'y a pas deux raisons qui expliquent cela, c'est l'économie. Reverend Father Ludovic, concerning health amenities in the country, those that are authorized to take charge of or to take care of COVID-19 patients, the health amenities in Yaoundé, in Douala and other parts of the country, and the specialized centers for COVID-19 are practically overloaded. And some of them are lacking in terms of equipment, in terms of ventilators and so on. But government says private hospitals, private clinics, we don't want you to take care of COVID-19 patients. There's one, Marie O, that was shut down here in Douala for taking care of COVID-19 patients and for charging exorbitant bills and so on. What do you think about this? Is there a contradiction? Should government bring in these other health amenities and put guidelines for them to be able to take charge of other COVID-19 patients who do not find space in the hospitals that are authorized to do so? Well, of course, when there is a crisis like this, a responsible government should bring together all its best minds in terms of public health, in terms of epidemiology, in terms of, all the medical experts you can imagine. They should be brought together to think these things. Of course, if the government cannot handle, because the government is the first one to take responsibility in terms of providing public health. But if there are private facilities, it is also because the government cannot do everything alone. And so, as long as the government can handle it alone, there's no problem. But if they can't handle it, then they should open it up, but with some guidelines. In terms of charging, for example, if they say it is free for everybody, then even if you are in a private facility, they should allow, the government should be, should pay the bill. If not, people will die because the government want to control everything. So my opinion is that if the government is, if government facilities are overcrowded, they should open up to private facilities, but with control. I don't think that, of course, private, when you go to a private facility for health reasons, they are free probably to charge you as much. But in this case, it is a public health issue, and the government has told everybody, has said that it is that they will pay the bill for everybody.
And so it gives us the impression that the government is kind of simply allowing the crisis to go on, and then those who can survive will survive. Those who cannot survive will die. So again, just to underline the fact that I think it would be a good thing to look at ways in which private facilities can be allowed to, and I think basically it is beginning with Bishop Cleda's proposition or offer in terms of herbal medicine. Some of these things are administered in Catholic hospitals. So, which means there is an opening there. But recently, the senior division officer of the Uri division issued a statement, a press release, and all the clinics that are still taking charge of COVID-19 patients, to send them to the authorized centers, to the authorized hospitals, the Lakentini Hospital, the General Hospital, and so on. The question is, how effective is that? What is the quality of handling patients in these facilities? Those are issues which should be put on the table. And again, I don't know if behind the government strategy there is a team. I guess there is a team. But how efficient is that team? Because these are decisions which should be made around that table, where you get all the best minds of the Cameroonian people to think through a crisis like this and take good decision. And again, my impression today is that the fight against coronavirus in Cameroon is almost like over. Because there's apart from the barriers measure or gesture, what else is around to it is now left to individual responsibilities. Mais Père Ludovic Lado, il y a eu, au-delà des hôpitaux agréés Covid-19, le ministère de la Recherche scientifique a été mandaté pour fabriquer de la chloroquine, qui est l'un des médicaments qui entre dans un protocole thérapeutique qui a été expérimenté par un scientifique français et également utilisé dans plusieurs hôpitaux publics pour prendre en charge les cas Covid-19. Et le gouvernement également s'est engagé pour la gratuité de ces traitements-là pour ceux qui sont testés positifs. Il y a eu des campagnes de proximité qui ont été annoncées dans les principaux foyers de l'épidémie du Covid-19 au Cameroun. Cela traduit-il une volonté gouvernementale d'enrayer cette épidémie et cette pandémie? Encore une fois, le gouvernement camerounais a annoncé une panoplie de mesures et même d'actions à mener. Mais entre ce qu'on annonce et ce qu'on fait, il faut faire la part des choses. Parce que le politique, c'est aussi l'art du beau discours. Et nous savons que même avant Covid-19, nos structures sanitaires avaient déjà des gros soucis. Alors, la question de la chloroquine, bon, vous savez, ça fait débat partout, et pas seulement entre les scientifiques, mais ça a mobilisé l'opinion publique en Occident, et avec la figure de proue, autour de la figure de proue qu'est le professeur Raoult. Et souvent, je compare un peu la position de Monseigneur Cleda à la chloroquine en Occident. Parce que l'argument du professeur Raoult, c'était quoi? C'était de dire, eh bien, on n'a pas encore de médicaments, j'ai essayé la chloroquine, ça marche, de quoi parlons-nous? Pourquoi il y a débat? Mais bon, bien sûr, même dans les milieux scientifiques, le débat continue, et certains suspectent des grands enjeux économiques autour, parce que, encore une fois, la maladie est bonne pour tout, même pour s'enrichir, et on exploite, n'est-ce pas, la misère ou la souffrance des populations pour s'enrichir. Et donc, la question de la chloroquine, quand le professeur Raoult a donc jeté son dévolu sur
la chloroquine, eh bien, à l'entendre d'une telle autorité scientifique, tout le monde disait, ben, écoute, c'est ce qu'il nous faut. Et à ce moment-là, le ministère de la Recherche scientifique au Cameroun a réagi par la voix du ministre, de la ministre, si vous voulez. Et beaucoup de choses ont été dites autour, mais où en sommes-nous justement avec la fabrication de la chloroquine au Cameroun? Où est-elle disponible? Qui l'a testée? Où? Et donc, il y a dans la gestion d'une pandémie comme celle-ci, il y a aussi un volet politique. Et il y a des aspects qui participent aussi de la communication politique. On pourrait faire toute une émission sur l'état de la recherche scientifique au Cameroun. Et je serais intéressé de savoir ce que font les chercheurs camerounais, s'ils en ont les moyens, bien évidemment, dans un contexte comme celui-ci, pour proposer une solution. Mais ce qu'on a sous la main aujourd'hui, c'est la position de Monseigneur Cléda. Et on essaye ça en espérant que, comme le produit de Madagascar, ça va soulager ceux qui souffrent. Justement, Papa Ludovic Lado, vous avez réagi sur l'initiative du président de la République visant à distribuer des seaux d'eau, du savon, des masques de protection pour les populations. Il y a eu dans la région du Sud un lot réservé au chef de Minkan qui a suscité la désapprobation du bénéficiaire et des menaces à son encontre, menaces proférées par l'autorité administrative. Et dans votre réaction sur votre compte Facebook, vous parlez de misère morale. Pourquoi une telle analyse concernant cette scène surréaliste d'une autorité administrative qui parle d'actes de défiance à l'encontre d'un chef traditionnel qui a refusé le lot qui lui a été réservé dans le cadre de l'initiative du président de la République du Cameroun? Ben oui. Moi, je trouve que c'est une scène, c'est une scène surréaliste. Et d'ailleurs, quand j'ai eu connaissance de cette vidéo qui a circulé et qui continue à circuler sur les réseaux sociaux, ça m'a rappelé un ouvrage du feu professeur Jean-Marc Ella, intitulé « Quand l'État pénètre en brousse ». Et le sous-titre, c'est « Riposte paysanne aux crises ». Mais au-delà de la scène, il faut interroger la symbolique. Vous avez un sous-préfet qui arbore tous les insignes ou tous les symboles de l'autorité coloniale. Un produit de l'ENAM, qui est, n'est-ce pas, le lieu de reproduction des logiques coloniales en termes de commandement. Qui, parce qu'il est dans cette posture, se donne les droits de tutoyer quelqu'un qui pourrait avoir l'âge de son père. Et c'est ça qui me révolte. Ce chef de village, c'est une autorité. Et l'autorité villageoise précède ces autorités coloniales. Et donc, parce qu'investi de ce pouvoir colonial, il se donne le droit de parler ainsi à un chef traditionnel. Moi, je trouve ça scandaleux. Et dans d'autres contextes, on l'aurait démis, ou il aurait démissionné par lui-même. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement dans l'attitude de ce sous-préfet face à ce chef de village? C'est d'avoir rabroué le chef. Le chef a tout à fait le droit de dire que ce don ne l'intéresse pas. Il a ses raisons. Il aurait pu, à la limite, chercher à savoir pourquoi ça ne l'intéresse pas. On n'oblige pas quelqu'un à accueillir. S'il estime que, à la limite, ça ne répond pas à ses attentes, mais à quoi sert un sous-préfet? Un sous-préfet sert à servir un peuple. Il est au service de ce chef de village. Et donc, il doit être à l'écoute des attentes de ce chef de village. Et la phrase qui m'a alors scié, vers la fin, c'est quand il dit « Si vous n'êtes pas discipliné, on va vous enlever ». Non mais quelle arrogance! Quelle arrogance! Donc, moi je trouve que
ça reflète bien l'ordre de commandement dans lequel nous naviguons. Et c'est un ordre qui s'impose non pas par la force de l'argument, mais par la force de l'autorité ou si vous voulez, du pouvoir. Si vous ne faites pas ceci, on vous fait ceci, ou on vous fait cela. Donc, moi, je trouve qu'il y a un manque de respect dans cette... surtout que le chef de village n'a insulté personne. Il a simplement dit que ça ne l'intéressait pas, ça ne répondait pas à ses attentes. Est-ce qu'il n'a pas le droit de le dire? But Reverend, in what the administrative authority was saying, there is something that can be interpreted as to say that he was angry against the fact that the head of state was not was somehow disrespected in the fact that the person who was supposed to receive from the head of state rejected what the head of state said as a sign of underlooking what the head of state offered. It is generally said that if a father offers something to a child, the child should receive first and then before complaining. Sure, but of course I don't use that comparison. I mean, it doesn't fit the political world to speak of father-son. The head of state is not my father. The head of state is an elected official, and he's there to serve us. And I can say no. Because if he's really elected, it means that we put him there to serve us. And if I'm not happy with the way he's serving, I can say I'm not happy. And I don't. And that's how democracy works. Democracy is the ability to say no when I'm not happy with how I'm being governed. And for me that I'm not interested of that head of a village, embodies what for me democracy should be. People should be free to say yes or no. He highlighted something, the insufficient character of the presidential aid. What do you think about of course. The cubes of soap, the buckets and all the stuff being sent to hundreds of persons, thousands of persons, millions of persons nationwide? Sure. Yeah, of course. I mean, a lot can be said about that way of handling, the fight against COVID-19. How efficient is that going to be to go around distributing buckets and soap? Is that really what people are expecting from the government? People are expecting health facilities where they can be taken care of on a permanent basis. They don't expect you to come and give me a bucket and a soap. That's why I'm saying, at least the simple gesture of saying I'm not interested should have incited, at least give some food for thought to the government official to say, okay, let me listen here. What is wrong with what we are doing? Because if you are sitting there in Yaoundé and you decide for people, you are sure that what you are doing is good for them, and you go to them and they say, no, this is not what I'm waiting for. Then you should sit down and say, what are you waiting for? Even a good father should do that. If we use that language of father-son, and again, I'm not for it. But so I feel that the government official or the sous-prefet, he didn't handle it well. He did not handle it. He could have said, okay, we'll talk later on. But you stand there and you talk to this old man as if the president is a divine figure and even threatening to remove him from office. I think that is disrespectful. And we don't elect people to do that to our people.
Père Ludovic Lado, vous parlez des attentes nombreuses des populations. Il y a eu ce discours du président de la République à la veille de la fête nationale de l'unité. Il n'a évoqué essentiellement que la lutte contre la pandémie du coronavirus. Quelles sont les autres problématiques que vous auriez aimé que le chef de l'État puisse appesantir dans un discours comme celui-là à la veille d'une date aussi importante dans l'histoire politique du pays? Alors, puisqu'il s'agit de la fête de l'unité nationale, encore une fois, je me réjouis du fait qu'il ait insisté sur l'unité de la nation dans cette lutte. Toutes les forces sont invitées à apporter leur contribution pour barrer la route à cette pandémie. Comme je l'ai déjà dit, pour moi, ça vient un peu trop tard. Mais c'est aussi l'occasion. C'est l'occasion d'aborder tous les autres problèmes qui minent l'unité nationale au Cameroun. Et il y en a plusieurs. Quels sont les principaux problèmes, justement, qui minent cette unité nationale? À la limite, la première, ça reste la première... Je veux dire, le premier problème reste la crise anglophone. Qui est une plaie que l'on traîne, n'est-ce pas, depuis pratiquement 3-4 ans, et que justement, le gouvernement n'a pas pu résoudre. Et donc, c'est pas parce qu'on en a parlé depuis 3 ans que ça ne reste pas une priorité. Il faut trouver une solution à ce problème-là. Pour moi, ça reste la plus grosse menace à l'unité nationale au Cameroun aujourd'hui. Mais cette année, il y a eu un statut spécial qui a été annoncé après une session extraordinaire du Parlement en décembre 2019. Il y a eu un grand dialogue national quelques mois plus tôt, toujours au cours de l'année 2019. Et récemment, le gouvernement a débloqué près de 9 milliards de francs CFA comme première enveloppe financière pour le plan présidentiel pour la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces éléments justifient-ils le fait que le président de la République estime que la crise anglophone est derrière les Camerounais et que l'heure est désormais à la reconstruction de ces régions? Est-ce que vous avez la même perception de la réalité sur le terrain dans ces deux régions anglophones? Pour parler de reconstruction, il faut que la guerre soit terminée. Il faut d'abord pacifier cette région avant de parler de reconstruction. La guerre n'est pas encore terminée. Même l'implémentation du fameux statut spécial, encore que ça suscite beaucoup d'interrogations. Qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'on n'y met pas? Et qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est un effet d'annonce, comme d'habitude? Toujours est-il que, pour l'instant, la région n'est pas pacifiée. On continue à y tuer des gens. Il y a un jeune maire qui a perdu sa vie il n'y a pas longtemps. Et donc, j'ai toujours parfois l'impression que dans cette crise, on refuse d'affronter les vrais problèmes en face. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on n'arrive pas à résoudre le problème. Tant qu'on ne fait pas un bon diagnostic, le remède que l'on va appliquer ne va rien donner. Pourquoi le grand dialogue national n'a pas réussi à établir ce diagnostic dont vous faites mention tout à l'heure? Probablement parce que tous les protagonistes de cette crise n'étaient pas autour de la table. On a dépensé des milliards, invité des dizaines de l'étranger. Et le seul fait même que ce fameux grand dialogue, qui pour moi était une mise en scène, puisque, encore une fois, on ne peut pas dialoguer avec des gens qui ne sont pas autour de la table. Et tant qu'on refusera de le faire, eh bien, cette crise, même si elle s'apaise pendant un temps, rebondira un jour. Donc, let me take you back a little bit on something that you said. You said people are still being killed in Anglophone Cameroon. Sure. Destruction is going on. Sure. People are being tortured. Sure. People are being arrested and detained. Hundreds of thousands are IDPs and refugees. Sure. And you mentioned that the major threat to the unity of Cameroon today remains the Anglophone crisis. Sure.
and the President of the Republic decides to speak to the people on the eve of National Day celebration, National Unity Day celebration, Sure. and he says nothing about this major threat Sure. to the unity of the country. Sure. What's your understanding of this? Well, of course, again, it is almost like hiding your head, in the sand, pretending that the problem has been solved. And we have been doing that for the last 4 years. And we see the results. And what are the results? People are still losing their lives, losing their properties, human suffering still going on. And one of the things, again, in terms of leadership, and I still hold it today, one of the things, again, that I expected the president to do is to go there. This thing has been going on for 4 years. How many people have been killed? How many people are exiled? How many men, women, and children? The president has never set foot there. Which kind of leadership? I don't know. Maybe he has his own understanding of political leadership. But leadership of proximity, of compassion, requires a head of state to go there at least once and speak to the people. Even if they insult you, you go there and say, okay, what's the matter? He has never set foot there. He has sent some people there. Why send people? His close aides. Why send people? What impact will it make the head of state being in the northwest, southwest, talking to the people? Again, why we are talking here about the major threat to national unity. Again, as you have said, it was not mentioned in his speech. Maybe because he thinks he has been talking about it for the last 3 or 4 years. But it's not over. And that's why I was saying that you can't speak of reconstruction when the war is not yet over. We need first to pacify it, to bring people together, to talk, and let them have a say on the solution. You don't sit somewhere else, manufacture solutions, and come and throw it at people and say, that is what you need, that is going to solve your problem. We have been doing that for the last 4 years, and it's not working. And you were indicating earlier that the national dialogue failed because the people who are standing on the other side, at the other extreme, on an extreme position of Sure. cessation, Sure. were not on the dialogue table. Exactly. And now, do you think, like, for example, the Undersecretary of State for United States of America in charge of African affairs, that President Paul Biya should come to the dialogue table with Sisi Ayuk Tabe, with Dr. Sako, with all these separatist leaders? Sure. I think that is the way out. These guys are not monsters. We can appreciate their choices differently. But they are not monsters. They are human beings who have their expectations. And the only way to solve that problem is to get them, to bring them to the table and say, what do you want? Mais le président de la République a insisté sur le fait que ce grand dialogue national ne devait pas être une opportunité pour certaines personnes qui sont des entrepreneurs de guerre et qui, selon lui, ont commis des actes terroristes dans les régions anglophones, de croire qu'ils vont échapper à la justice. Est-ce que cela peut justifier le fait que certains des leaders des mouvements séparatistes, certains d'entre eux ont été maintenus en prison, condamnés à de lourdes peines privatives de liberté pour justement répondre à cette volonté, cette soif de justice dont faisait mention le président de la République? Ben, écoutez, la politique, c'est l'art du compromis, surtout dans des situations complexes. Prenez le cas du Kenya, le cas du Soudan. C'est les chefs de guerre, si vous voulez. Certains de ces pays, c'est les chefs de guerre qu'on a été obligé de mettre autour de la table pour trouver un compromis, pour qu'on cesse de tuer.
C'est le cas au Soudan aujourd'hui. Les deux qui gouvernent au Kenya étaient sur la liste de la CPI, vous vous souvenez? Donc, c'est pour dire que où se trouve le moindre mal? Il y a des situations où, pour sauver un plus grand bien, il faut adopter la posture du moindre mal. Et pour moi, le moindre mal aujourd'hui, quel que soit ce qu'on... Et c'est pour cela que je dis qu'il y a des approches légalistes qui parfois sont contre-productives. Dans le cas précis du Cameroun, eh bien, oui, les séparatistes ont commis des atrocités inacceptables, des actes inhumains dans cette région. Mais même notre armée n'en sort pas tout à fait indemne. Il n'y a pas longtemps, le fameux rapport a été publié. Donc, encore une fois, il y a des situations complexes de crise politique dans lesquelles on ne peut pas appliquer des solutions unilatérales. À partir du moment où, dans un cas de conflit, une partie n'a pas réussi à imposer sa solution, même si c'est par les armes, eh bien, la seule issue, c'est le dialogue. Et le dialogue, même avec des personnes qu'on considérait comme appelez-les comme vous voulez, terroristes, séparatistes, ambazonières, je n'en sais rien, mais c'est des Camerounais qui, un jour ou l'autre, n'étaient plus contents d'être gouvernés comme ils sont gouvernés. Et on dit, nous n'en voulons plus. Et ils ont pris les armes. Avaient-ils raison ou pas? Ce n'est pas à moi d'en juger. La réalité est là. Et ce que je prône, et je l'ai toujours prôné dès le début, on ne serait pas arrivé à cette escalation, ou à cet extrémisme, si, dès le départ, le dialogue avait été privilégié. In 2017, in one of your statements, you criticized or you condemned the arrest and detention of the secessionist leaders, and you were even against some of the charges leveled against them: hostility against the fatherland, rebellion, terrorism, and so on. And today, some of them have been judged, condemned. They are in detention, some of them in very horrible health conditions today, and some are still being tried by the military courts. When you look at what is happening today and what is going on in the northwest and southwest regions of the country, what do you think should be done now? Some are calling for their release, some are calling on the President of the Republic to grant general amnesty, and so on. What do you think should be done at this point in time to remedy some of the wrongs that you're highlighting? Again, as I have just said in French, the only way out of this crisis, and we have been saying this all along, is dialogue with everybody, including those who have been judged and condemned and jailed. Bring them to the table. I don't want to compare them to Nelson Mandela, but anyway, Nelson Mandela was in jail, condemned for treason. But at the end of the day, he was head of state. These guys have their reasons why they want to separate. Personally, I don't think it is the solution. I don't think that dividing the Cameroon into two states is the solution. I mean, two separate states is the solution. I'm more for a federal solution. I mean, federalist approach to this issue, which is not new in this country. We were a federal country before. So I don't see a problem. So again, we should look at all the options and talk about it and make sure that we come up with a solution which will put an end to bloodshed and bring peace to those regions. And from there, we can talk about reconstruction, special status, or whatever people decide around the table. But so, to answer your question, I am for their release and for dialogue. And your federalist solution was once a taboo, and today is still pending. And instead of a federal solution, we're talking today of a special status solution, which some still think that is not going to change anything. It's just another phase
of the same system that has been in place, the federal system? Why is it pending? Why is it a problem? Well, again, to talk about this federal solution to Anglophone problem or crisis in Cameroon, again, it has been around for some time. Even one major political party in this country, the SDF, it is part of their political ideology that they would advocate for it, some kind of to the return to the federal system of governance in Cameroon. So it's not a taboo because it is not a capital sin. Federalism is a form of state which is all over the place. I mean, you find it in many countries. So I don't know why it should be a taboo in Cameroon. So again, that could be an option. But I'm not saying that we have the solution. We should bring people around the table to talk about these things and come up, especially the stakeholders. And this should include the representatives of those people who have been carrying the burden, children, women, and who have been carrying the burden of this crisis. Because it is easy to sit in Yaoundé and make decisions. But the human beings, real human beings, have been suffering out there for the past 4 years, and many have died. De nombreux acteurs politiques, acteurs de la société civile estiment qu'il faut une médiation dans le cadre de cette crise anglophone. Il y a eu l'Église catholique au Cameroun qui s'est proposée par la voix du cardinal émérite Christian Toumi, qui a voulu mettre sur pied une assemblée générale rassemblant les anglophones dans les régions du nord-ouest et sud-ouest afin de proposer leurs doléances au président de la République et leurs représentants dans le cadre d'un grand dialogue. Cette option n'a pas été exploitée et le gouvernement, à travers certains de ses ministres, ont plutôt tensé l'Église catholique, l'accusant d'avoir joué un jeu trouble au début de cette crise anglophone. Quel regard portez-vous sur le rôle de l'Église catholique sur les braises ardentes de la crise anglophone? Écoutez, l'Église catholique est dans son rôle. C'est-à-dire de proposer sa médiation. Partout où il y a guerre, crise, une église responsable encourage le dialogue et non la violence. Et je crois que, encore une fois, si le gouvernement n'avait pas réagi aux toutes premières revendications par la force, probablement on n'en serait pas là. Mais on en est là aujourd'hui, il faut en sortir. Et nous continuons à dire, il faut se parler. Même si autour de la table, on ne se regarde pas avec des yeux doux, mais il faut se parler. Nous sommes les enfants de ce pays. Alors, pour revenir un peu je reviendrai sur la question du rôle de l'Église catholique, mais je voudrais souligner un aspect qui m'a échappé parlant de la question de fédération, statut spécial, tout ça là. Eh bien, pour souligner encore une fois que parfois, certains atermoiements du gouvernement font croire que beaucoup ne sont pas de bonne foi. Je suis personnellement convaincu que si la décentralisation inscrite dans la Constitution depuis 1996 avait été mise en œuvre, probablement, et mise en œuvre de bonne foi, probablement, on n'aurait pas de crise anglophone aujourd'hui. C'est ce que je me dis. Encore que, bien évidemment, ces temps-ci, on voit, il y a tout un ministère consacré à cette cause de la décentralisation et beaucoup misent là-dessus pour résoudre le problème de la gouvernance. Mais est-ce qu'ils peuvent relever le pari à travers un tel département ministériel et ce statut spécial? Encore une fois, tout dépend du contenu. On est très habitué à des effets d'annonce qui ne sont pas suivis d'actes ou de réalisations concrètes. Et donc, je ne comprends pas de toute façon qu'il faille prendre des dizaines d'années pour déployer
un système de décentralisation. Parce qu'encore une fois, et ça ne concerne pas aujourd'hui. Je crois que le problème ou la crise anglophone, n'est-ce pas, est révélatrice d'un malaise général de gouvernance qui fait que les gens ne veulent plus être gouvernés à partir du centre. Ils veulent être responsables de la gestion de leur vie au quotidien. Et c'est ça qu'il y a derrière le concept de décentralisation. Le concept en lui-même peut ne vouloir... Même la fédération est une forme extrême de, ou si vous voulez, prononcée de décentralisation. Parce qu'il s'agit de donner aux gens la possibilité de se gouverner. Et ça, j'ai édité un livre là-dessus, ça ne fait pas longtemps. Je crois que le problème, si on veut faire un bon diagnostic, le problème fondamental qui est la source profonde du problème anglophone, c'est un problème du centralisme étatique qui a échoué, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique. La centralisation à outrance qui crée des cellules ou génère des cellules cancéreuses de corruption, parce qu'il faut aller démarcher, il faut aller tout le temps à Yaoundé. Et c'est ça qu'il faut casser. Justement, Ludovic, une dernière question de Jonathan Babila avant d'aller à la deuxième partie de l'émission. Coming back to the Catholic Church, in 2017, you criticized the National Episcopal Conference for staying mute, for not taking a firm stand as far as the Anglophone crisis is concerned. Today, we have not yet seen that stand. What is difficult? What is hindering the National Episcopal Conference? We're talking about the Cardinal Christian Tumi. That was some sort of a personal initiative, not really an initiative of the entire church per se. What is hindering the National Episcopal Conference from taking a firm stand, as you indicated in 2017, so that we can finally move out of these troubled waters in the northwest and southwest regions? My answer is straightforward. It is because they don't agree on the interpretation of this crisis, which is legitimate. That all bishops will not think alike on such a crisis. And so this diversity of perspectives within the National Conference makes it very difficult for all of them to speak with one voice on this crisis. The only thing they have managed to say together on the crisis is to say dialogue is the solution. But how? How do you go from there? They can't, of course, force the government to dialogue with everybody. At the end of the day, the government is responsible for finding, a solution to this crisis. What I'm trying to say is that if they are kind of shy away from taking a common public stance on this issue, it is because they don't agree on what to say about this crisis. Simple as that. What common stand should the National Episcopal Conference take today? What firm stand should the conference take today to on the issue in solving this problem? I think if I was their advisor, I would surely advise them to push for this open dialogue again, and to, of course, help the government understand that all these solutions we are talking about, special status, reconstruction, these things, it's not just about money and decisions made in Yaoundé. It's about the people on the ground. And they should push for grassroots solutions to this problem, which again brings us back to the issue of dialogue. And I don't feel that I've been doing that as much as they should as a national conference, Episcopal Conference. I think they could have done more. But again, even if you push for dialogue and the government is not open to your something that if the bishops were to go to the streets in a peaceful protest today, all the bishops, why not, will make an impact? It has happened elsewhere that bishops go on. In Nigeria, neighboring Nigeria, they were killing priests, and there was insecurity, and priests and the clergy decided to go for a protest and to walk. I mean, just peaceful protest. It is possible. Why not?
Père Ludovic Lado, je vous invite à marquer une pause dans cette émission. C'est la fin de la première partie de l'émission La Vérité en face. Merci Jonathan Babila d'être intervenu dans la première partie. Une courte pause dans cette émission et juste après, nous recevrons ici Duval Fangwa pour poursuivre cet entretien avec le Père Ludovic Lado, jésuite et anthropologue qui est aujourd'hui installé au Tchad, en Afrique centrale. Il s'exprimera sur le centralisme et ses conséquences sur la gouvernance au Cameroun et les rapports conflictuels observés au sein de l'Église catholique. Nous en parlerons dans une poussière de secondes. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Invité ce soir, le Père Ludovic Lado, prêtre jésuite et anthropologue installé au Tchad, en Afrique centrale, en séjour au Cameroun. Nous discutons de l'évolution de la société camerounaise. Père Ludovic Lado, vous évoquiez tout à l'heure le principal problème qui mine l'unité nationale. Quels sont les autres obstacles à cette unité, à la construction de la cohésion nationale au Cameroun? Bien évidemment, après avoir évoqué la crise anglophone, qui se greffe sur une mauvaise gestion de notre double héritage colonial et qui a fini par mettre à mal l'unité nationale. Donc après avoir évoqué cela, qui pour moi constitue le danger principal que court l'État, l'unité, si vous voulez, l'unité de l'État camerounais aujourd'hui, eh bien, il faut évoquer bien évidemment, et ça vaut pour tous les pays africains, les replis identitaires. Qui aussi ont une racine coloniale du fait que nos États, si vous voulez, c'est une juxtaposition de groupes ethniques qui cherchent à vivre ensemble. Et donc, quand, ça c'est ma lecture, mon appréciation d'une sorte de résurgence des replis identitaires, c'est-à-dire que quand la gouvernance au niveau national peine à porter ses fruits en termes de dispensation de la justice sociale, les gens ont tendance à se replier sur leurs identités primaires, et qui sont les identités ethniques. Et il se trouve que, à la faveur des récentes échéances électorales, on a vu une résurgence, au moins sur les réseaux sociaux, une résurgence des replis identitaires qui encore une fois, pour moi, s'explique par le souci de trouver des refuges, surtout quand on est face à une gouvernance qui ne brille pas nécessairement par le souci de la justice. Pour interroger ces replis identitaires et ses conséquences sur la société camerounaise, je suis en compagnie sur ce plateau de Duval Fangwa. Bonsoir Duval. Bonsoir Cédric, bonsoir au Père Ludovic Lado. Bonsoir Duval. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Duval Fangwa, question sur le tribalisme, les rôles entre l'État du Cameroun et les administrés. Oui, peut-être avant l'Église d'abord. Père Ludovic Lado, je pose une question de but en blanc, vraiment de façon triviale. Oui. Est-ce que l'Église catholique au Cameroun, ou du moins le clergé catholique au Cameroun,
encourage, oui ou non, implicitement ou tacitement, le tribalisme? Alors, il serait difficile de généraliser une réponse à cette question. Mais l'Église est, n'est-ce pas, l'Église fait partie de la société. Nous autres, je veux dire, le clergé, les chrétiens, tout cela, c'est eux qui font la société, mais c'est eux qui font partie de l'Église. Et donc, il arrive que des clivages que l'on observe au sein de la société soient reproduits dans des espaces comme des églises. Et ça existe dans l'Église catholique au Cameroun. Il y a des faits historiques indéniables. Je vais vous en rappeler un ou deux exemples. Oui. On se souvient de l'année 1998, Oui. avec la désignation de Monseigneur André Wonking Exact. comme archevêque de Yaoundé. Oui, On sait très bien ce qui s'est passé. bien sûr. D'ailleurs, vous-même, Père Ludovic Lado, en tant que vice-doyen de la faculté des sciences sociales et de gestion de l'Université catholique d'Afrique centrale, Oui. il y a pratiquement, je crois que c'est en 2011-2012, Voilà, vous oui. avez été cité dans une affaire en rapport avec ce qu'on pourrait qualifier de tribalisme. Exact. Ce qui a d'ailleurs valu votre départ dans des conditions sur lesquelles on ne va pas revenir. Oui, tout à de fait. l'UCAC. Tout à fait. Est-ce que ces éléments-là ne traduisent pas le fait que l'Église, au lieu de combattre le tribalisme, est quelque peu dépassée, peut-être pas dépassée, mais a du mal à se tirer d'affaire? Oui, tout à fait. L'Église aspire à la sainteté. Quand je parle de l'Église, il s'agit de l'Église terrestre, celle qui chemine encore, aspire à la sainteté. Mais elle n'est pas sainte. Elle est faite de pécheurs. Moi y compris. Je veux dire qu'entre ce que nous enseignons, qui est l'idéal, et ce qu'on vit concrètement, y compris au sein du clergé, il y a souvent un écart. Et c'est ça qui pose des problèmes de témoignage. C'est-à-dire, et là, de ce point de vue-là, oui, le tribalisme existe dans l'Église. Il y en a qui, même, surtout d'ailleurs, très souvent au sein du clergé, qui n'admettent pas que l'on nomme quelqu'un d'une autre région comme évêque dans un autre... ou dans leur région, un évêque qui vient d'une autre région pour être... Alors que on a eu des missionnaires blancs, évêques partout, pratiquement partout au Cameroun, ça n'a jamais posé de problème. Et c'est pour cela que c'est absurde. Mais c'est des réactions tout à fait... C'est pour cela qu'on parle d'identité primaire. Ça donne lieu à des réactions primaires. Et donc, c'est très difficile. Et c'est pour cela, ça peut nous amener, je veux dire, ce débat peut nous prendre toute la soirée. Mais je voudrais simplement indiquer que, pour répondre directement à votre question, oui, il y a des poches de tribalisme dans l'Église. Et souvent, ça fait surface sous forme de la contestation de tel ou de X, parce qu'il est de Y et de Z. Et je l'ai dit, c'est parce que nous, membres de l'Église, nous venons de nos sociétés, nous venons avec nos tares et nos péchés. Et souvent, ça se répercute ou ça déteint sur l'Église ou sur la gestion. Est-ce que cela n'interroge pas la mission de l'Église qui doit montrer le chemin et indiquer de façon claire qu'il y a des valeurs auxquelles tout le monde doit aspirer? Oui, bien évidemment, c'est un contre-témoignage. Mais ce n'est pas une politique de l'Église. Voilà, c'est pas, le tribalisme n'est pas une... Rares sont, ça arrive peut-être, rares sont les prêtres qui se mettront en chair et prêcheront le tribalisme. Il sera démis probablement le même jour. Ça peut arriver. On a des contextes comme le Rwanda et autres où les églises ont participé à des génocides, ainsi de suite, et où l'église aussi, n'est-ce pas, était impliquée dans ces formes extrêmes de repli identitaire qui débouchent sur des hécatombes. Mais, en général, les prêtres prêchent l'évangile. Et donc, ce n'est pas une politique de l'église.
Mais au sein de l'Église, les membres de l'Église peuvent avoir des postures tribalistes. Mais est-ce qu'on peut régler cette affaire? Alors, régler cette affaire, c'est très difficile. Parce qu'encore une fois, nous sommes fils de nos sociétés. Et ce n'est pas parce qu'on devient prêtre ou évêque qu'on est subitement saint. Non. On reste en chemin et on peut avoir des réflexes qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Et ça arrive, c'est pas rare. Et donc, c'est simplement pour dire que oui, quand ça arrive dans l'Église, c'est un contre-témoignage. Tout comme le racisme ailleurs. Donc, c'est des postures qui nous rappellent que nous ne sommes pas totalement convertis et qu'on doit poursuivre. Donc, aucun espoir, même pas avec le pape François qui est un jésuite et qui, pour d'autres, un certain nombre de communautés ou de personnes qui ont un regard particulier sur cette communauté, pas de lueur d'espoir. Ben, lieu d'espoir, c'est que on continue à espérer que l'homme peut se convertir. Que peut faire le pape François en dehors de rappeler le commandement de l'amour? Aimez-vous les uns les autres, sans distinction de race, d'ethnie, de classe sociale, ainsi de suite. Ça, c'est l'utopie, ou si vous voulez, l'idéal évangélique. C'est tout ce que vous avez l'air pessimiste, hein, Père Amato. J'ai pas l'air pessimiste. Je crois en la conversion de l'homme, mais je ne me fais aucune illusion. Je suis assez vieux pour savoir que même au sein de l'Église s'applique cette parole de sagesse qui dit avec les êtres humains, il faut toujours espérer pour le meilleur, mais préparer pour le pire. Être toujours préparé pour le pire. C'est-à-dire, il faut croire en l'homme, en sa capacité de changer, de se convertir. Sinon, l'Église n'existerait pas. C'est parce qu'on a confiance que l'Esprit de Dieu travaille dans les cœurs humains et que malgré notre résistance, eh bien, Dieu est à l'œuvre. Donc, l'espérance a toujours le dessus. Mais on est réaliste quant au caractère rebelle de la nature humaine qui fait que souvent, nous retombons sur nos, si vous voulez, les vieux démons se réveillent, et nous reproduisons dans l'Église ce qui ne doit pas y avoir lieu. Père Ludovic Lado, au-delà de l'Église catholique, comment appréciez-vous les actions du gouvernement pour lutter contre ces replis identitaires? Durant l'année 2019, il y a eu plusieurs tweets du président de la République dans lesquels il a dit qu'il veut construire une nation camerounaise, une identité camerounaise, et non une société qui est un assemblage de tribus. Est-ce que vous avez, entre 2019 et 2020, perçu dans les actions du gouvernement une volonté de lutter contre ce fléau qui mine la société camerounaise? Alors, on le souhaiterait. Je crois que les intentions sont bonnes. Maintenant, il faut regarder la réalité. D'abord, j'aimerais préciser mon approche des identités multiples. Je ne suis pas de ceux qui pensent que pour construire l'unité nationale, il faut le faire sur les cadavres des groupes, des identités ethniques. Moi, je suis plutôt de ceux qui croient en l'unité dans la diversité. Parce que la diversité a sa richesse. Moi, je suis Bamileke. Et chez les Bamileke, il y a des richesses que l'on ne trouve pas nécessairement. Quand je parle des autres peuples, ce n'est pas seulement au Cameroun, partout dans le monde. Et il y a quelque chose qu'on peut apporter. Et ce qui symbolise ça dans le contexte du Cameroun, c'est par exemple le brassage culinaire. On a réussi à ce niveau-là. C'est-à-dire à ce que les mets des autres deviennent nos mets sans qu'on cherche à savoir d'où ça vient. Mais souvent, ces mets ont des ancrages communautaires et ethniques. Donc moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que pour construire l'humanité, pour construire l'unité nationale ou l'humanité en général, il faille faire le deuil des identités particulières. Pour moi, d'ailleurs, l'universel culturel que l'on vise ou l'universel national que l'on vise n'existe pas. Ce qui existe, c'est des particuliers qui contribuent ensemble à construire. Et c'est toujours un horizon qu'on n'a jamais atteint, l'unité. Il n'y aura jamais une époque, même les vieilles nations comme celle de l'Europe, qui ont des siècles et des siècles de tentatives de construction nationale, ont
sont encore confrontés au problème d'unité nationale. Et donc, tenter de supprimer les diversités parce qu'on vise l'unité nationale, c'est une cause perdue d'avance. Donc, c'est pour dire que, Donc, en clair, pour revenir oui. à votre... Est-ce que l'État fait suffisamment ce qu'il faut faire pour lutter contre les replis identitaires? Premièrement, pour répondre positivement par l'affirmative, il y a un préalable. Il faut supprimer la politique de l'équilibre régional. Parce que pour moi, la politique... Mais pourtant, le chef de l'État considère que cette politique permet justement de prendre en compte cette diversité culturelle et linguistique au Cameroun et de permettre à certaines communautés d'accéder au partage du gâteau national et d'avoir accès également à des positions d'influence au sommet de l'État. Oui, mais ça veut dire que justement, on classe d'office les Camerounais par région. Puisqu'on vous met dans le box d'une région, qui souvent est une ethnie. Et on distribue le gâteau national à partir de ce prisme-là. Ça veut dire que le fait ethnique est une politique publique. Si vous voulez, la promotion du fait ethnique est une politique publique. En quoi ça pose un problème? Ça pose un problème dans ce sens que enfermer les gens dans une région, en leur disant, enfermer les gens dans leur région d'origine, tout en leur donnant l'impression que ça n'a pas d'importance, est contradictoire. Soit on dit qu'on est simplement Camerounais et on est tous soumis à l'exigence du mérite, soit on applique la politique de l'équilibre régional et on admet que c'est une politique ethnique. Mais surtout, ça donne la mauvaise impression, et ça je l'ai dit à plusieurs reprises, ça donne la mauvaise impression qu'il y a des régions qui sont plus intelligentes que d'autres. Et moi, je trouve que c'est idiot. Il y a d'autres manières de résoudre ce problème de déséquilibre régional, s'il faut l'appeler ainsi. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à ce niveau? Prenons le cas de l'éducation, puisqu'on parle de l'équilibre régional. On fait un concours administratif. On dit parce qu'il y a des régions où le niveau de scolarisation n'est pas aussi élevé que d'autres, on n'applique pas les mêmes règles en termes de délibération. Je veux bien. Pour un temps, ça peut marcher pour corriger peut-être des inégalités initiales. Mais ça ne peut pas durer 50 ans, 60 ans, un siècle. À la base, ça veut dire qu'il y a des déséquilibres structurels. Ce qu'il faut, moi je serais même pour qu'on envoie les meilleurs enseignants sortis de l'école normale dans le Grand Nord, à l'extrême Nord. Qu'on construise les meilleures écoles dans ces régions. C'est de cette manière qu'on résout de manière durable le problème de l'équilibre régional. La question de l'équilibre régional, qui pour moi est une solution paresseuse à un problème réel. Donc en fait, moi, mon souci, c'est que quand nous dormons sur nos lauriers en matière d'équilibre régional, comme si c'était la solution ultime au problème de l'équilibre régional, je dis que c'est une solution paresseuse qui n'encourage pas à regarder les vrais problèmes en face. Non, en fait, les solutions sont structurelles. Les problèmes sont structurels. Les solutions structurelles. Voilà. Je lisais à la une c'est l'Œil du Sahel, je crois, qui parlait du déficit du nombre d'enseignants, du déficit en nombre d'enseignants dans le Grand Nord. Ça va au-delà c'est autour de 2000 enseignants en moins. C'est-à-dire qu'il faudrait pour que tous les besoins soient couverts. C'est ça qu'il faut. En fait, le levier, c'est la gouvernance. Le levier, c'est la gouvernance éducative. Et il faut prendre des bonnes solutions qui nous mènent vers des solutions durables. Et donc, en fait, c'est pour dire que si on veut résoudre durablement la question des replis identitaires, qu'on ne donne justement, parce qu'encore une fois, la pratique de l'équilibre, la politique de l'équilibre régional donne l'impression que nous sommes originaires de régions. Ça nous installe dans cet univers de tu appartiens à une région et on va te traiter en fonction de ton appartenance. Est-ce qu'il est possible de combattre ce tribalisme-là en gardant ou en maintenant ou en protégeant les tribalités? Mais bien sûr. Et comment? Bien sûr. Encore une fois, la tribalité en elle-même n'est pas un problème. C'est comme la race, si elle existe, puisqu'elle est contestée sur le plan scientifique. Le fait d'être noir n'est pas un problème en soi-même.
Le fait d'appartenir à une communauté n'est pas... Je veux dire, encore que ces communautés sont des constructions historiques, mais on finit par s'y identifier parce que la culture, par elle-même, est un construit. Et donc, c'est pour cela que moi, ce que je crains, c'est pour cela que j'aime pour moi, je pense la fameuse civilisation de l'universel qui nous renvoie à Senghor, non pas en termes de suppression de la diversité, mais en termes de contribution à la construction de l'universel, qui n'est jamais atteint, ou qui n'est jamais terminé. Et c'est une tâche constante, c'est une mission jamais terminée. Et donc, au fond, pour moi, encore une fois, les tribalités ou bien les ethnicités en elles-mêmes ne me posent aucun problème. Père Ludovic Lado, vous avez évoqué le problème sur le plan de l'éducation. Sur le plan politique, vous avez observé ces montées en puissance du tribalisme dans le débat sur les réseaux sociaux, mais également au sein de l'espace public, au sein du débat politique. Là, pour vous, quel est le diagnostic que vous posez? Sommes-nous dans une société camerounaise où la classe politique évolue, surfe sur la fibre tribale pour se positionner, ou alors ce sont des leviers que les uns et les autres actionnent afin de pouvoir disposer des positions de rente ou de pouvoir obtenir un certain intérêt venant de leur communauté ou de d'autres leaders étant au pouvoir? Pour moi, bien évidemment, il s'agit de l'instrumentalisation politique de l'ethnicité. Et je regrette de le dire, certains médias de la place n'y ont pas aidé. Je préfère ne pas les citer. Mais quand on donne la parole à des leaders d'opinion sur une chaîne, à la limite nationale, pour stigmatiser d'autres groupes ethniques ou des groupes ethniques en particulier, je me dis, on joue avec le feu. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé ça vraiment, pour moi, c'était de l'irresponsabilité au niveau de la gouvernance. Il y a une mission, n'est-ce pas? Le gouvernement a une mission de protection, n'est-ce pas, de l'unité nationale. Et puisque c'est de ça qu'on parle, il ne devrait pas permettre que, effectivement, des leaders d'opinion se déploient pour stigmatiser des groupes ethniques. Moi, je trouve que... Et donc, pour répondre à votre question, c'est l'instrumentalisation politique du tribalisme pour soit écarter un candidat, soit pour rallier des partisans, soit pour fissurer l'espace politique. Et c'est un jeu dans lequel les politiques excellent. Dès qu'ils trouvent un levier qu'ils peuvent actionner pour diviser, surtout s'ils en récoltent les dividendes, ils n'hésitent pas. Donc, mais encore une fois, c'est jouer avec le feu. Mais je crois, en mon pays, je crois que la diversité ethnique du Cameroun est la meilleure solution à ces tentatives de clivage. Le Cameroun a une telle diversité ethnique que des petites querelles de réseaux sociaux ne nous entraîneront pas dans un embrasement total. Il y aura toujours des gens pour dire arrêtez vos conneries là, ce pays appartient à tout le monde et chacun y a sa place et donc il faut assainir. Moi je pense qu'il y a un travail à faire pour assainir le débat politique au Cameroun de ce point de vue là, et les oiseaux de mauvais augure qui cherchent à exclure leurs adversaires politiques en jouant sur la fibre ethnique ou tribale, bien, je crois qu'ils n'auront pas le dessus. Nous avons un peuple qui est en croissance, qui est en chemin sur le plan politique. Et je crois que les nouvelles générations sont plus outillées d'ailleurs pour vivre mieux que les nôtres cette question du brassage. Et c'est ça qui me réjouit. Donc il y a des signes d'espoir. Je ne crois pas que
les brebis galeuses politiques, si vous voulez, auront le dessus sur cette question d'instrumentalisation. Pour essayer d'étendre un tout petit peu au-delà du Cameroun, parce que le tribalisme n'est pas fondamentalement une question camerounaise. Non, pas du tout. Et peut-être en interrogeant le rôle même de l'Église. Oui. On se souvient de l'exhortation apostolique post-synodale, Ecclesia in Africa, en 1995. Aujourd'hui, 25 ans après, en faisant une sorte d'évaluation, si on peut dire, de ces recommandations-là, est-ce qu'on peut conclure qu'elle a aidé à l'affirmation des tribalités ou à la montée du tribalisme? Certainement pas Ecclesia in Africa. Bon, c'est-à-dire Ecclesia in Africa, justement, nous invite à surmonter par le fait de notre identité chrétienne, ces clivages, parce que c'est notre mission dans le monde, c'est d'être la lumière là où il y a l'obscurité, c'est d'être le sel du monde. Et donc, encore une fois, moi je crois, moi je ne perds jamais espoir, c'est l'espérance qui m'habite en priorité, l'espérance qu'on avance, même si on avance lentement, peut-être pas au rythme qu'on aurait souhaité, je suis convaincu qu'on avance. L'Église en Afrique aujourd'hui est pratiquement entre les mains des Africains. Il n'y a plus pratiquement, les missionnaires européens, c'est en train de finir. Et c'est normal, ils ont fait leur boulot, ils ont passé la main, c'est aux générations africaines que nous sommes les nôtres d'assumer la relève. Et nous devons l'assumer ou assumer cette relève avec beaucoup de responsabilités. Et c'est pas, encore une fois, ces clivages-là ne sont pas propres à l'Afrique. Ça existe dans les clivages d'ordre national, ça existe en Europe, ça existait dans l'histoire des missions. Et que les Espagnols et les Français ou les Allemands ne s'entendent pas, vous savez très bien que quand le Cameroun cesse d'être allemand et devient, si vous voulez, est mis sous la coupe des Français et des Anglais, les missionnaires allemands s'en vont et laissent la place aux missionnaires français et anglais. Et ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ne pouvaient pas rester, c'est parce que souvent, il y avait souvent des guerres, des guerres entre nations. Donc c'est humain, le sentiment de distinction, vous distinguer, l'art de distinguer pour se positionner, c'est très humain. Mais quand on est chrétien, c'est justement le lieu de les dépasser. Et c'est pas facile. Donc c'est pour cela que je dis, l'Église africaine devient plus africaine du fait des ouvriers apostoliques, et on espère qu'elle va être effectivement une force de transformation sociale en s'élevant au-dessus de la masse. Donc voilà notre espérance. Père Ludovic Lado, parlant de cette transformation sociale, vous côtoyez les Camerounais au quotidien. Quel est leur état d'esprit aujourd'hui? Lorsque vous échangez avec eux, lorsqu'ils vous parlent de leur quotidien, des difficultés qu'ils rencontrent, dans quel état d'esprit trouvez-vous les Camerounais aujourd'hui? Bonne question. Mon sentiment est que cet état d'esprit reflète l'atmosphère politique générale du pays, qui est celle d'un long régime qui probablement va vers sa fin. 38 ans de pouvoir, c'est toute une génération, sinon plusieurs. Et donc, il y a comme une fatigue générale en termes de... on ne sait pas ce qui va advenir, comment sera la transition, et comment sera-t-elle négociée. Mais entre-temps, chacun joue la carte de la survie. Les gens, l'immense majorité des Camerounais au quotidien, ils se battent pour survivre. C'est pour cela d'ailleurs que, je crois que c'est ça qui rend difficile la tâche aux nouveaux politiciens qui cherchent à mobiliser. Les gens sont tellement fatigués d'attendre le changement par les politiques
qu'ils se disent, en attendant, il faut que je vive. Et ils se démènent au quotidien pour survivre. Et donc, c'est les logiques de survie qui prédominent, et c'est ces logiques de survie qui déterminent l'état d'esprit des Camerounais. Est-ce qu'il peut y avoir un changement de paradigme dans la gouvernance actuelle? Il y a un président de la République qui a été réélu pour 7 ans. Nous sommes à la 2e année de son mandat présidentiel. Il a promis dans son projet de société un certain nombre d'actions à mener pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Est-ce que ces Camerounais que vous côtoyez croient en ce projet, en l'exécution de ce projet, au-delà des contextes de crise sanitaire et autres crises économiques? Comme je l'ai dit déjà, et ça je ne l'ai jamais caché, je trouve que je suis un grand partisan de l'alternance. Pourquoi? Parce que j'estime que la longue durée en matière de... Les longs régimes sont toujours affectés par l'effet de l'usure. On recycle les mêmes solutions et finalement on n'est plus créatif. Et donc ça fatigue les gens. Personnellement, je n'attends plus rien de ce régime. Je crois qu'ils ont épuisé leurs cartes. Et mon souhait, c'est qu'ils passent la main aux autres. Pour moi, c'est ça l'alternance, qu'ils passent la main aux autres. Bien sûr, à travers les urnes, on ne veut pas de guerre dans ce pays. À travers les urnes, encore que, n'est-ce pas, l'infrastructure électorale ne s'y prête pas. Et par conséquent, on ne sait pas trop bien comment les choses vont se négocier une fois que, n'est-ce pas, ce régime aura dit son dernier mot. Mais toujours est-il que je suis persuadé, encore une fois pour répondre à votre question, personnellement je n'attends plus rien, je crois qu'ils ont épuisé leur carte et du coup on tourne en rond, c'est des effets d'annonce, on va, mais on ne voit rien venir. Donc encore une fois, il faut savoir partir en fait, c'est ce que je veux dire. Et c'est pour cela que dans ma prochaine chronique, puisque j'en fais chaque dimanche, le titre c'est savoir partir, parce que c'est une chronique qui se rapporte à l'ascension. Savoir partir. Jésus, il a fait 33, il n'a vécu que 33 ans, et en 3 ans, il a préparé une relève. Il part confiant que la relève va tenir. Et c'est ça, moi, je crois qu'il faut c'est cet état d'esprit qu'il faut qu'on ait. Mais les partisans du régime actuel estiment que le président de la République réélu pour un mandat de 7 ans, est encore l'homme de la situation pour faire face aux défis actuels, qu'il a la sagesse et l'expérience d'un homme politique qui est au sommet de l'État depuis de nombreuses années, et que cela lui donne là les moyens nécessaires pour permettre au Cameroun d'aller vers l'émergence. Que répondez-vous à cela? Et ils ont le droit ils ont droit à leur lecture de la situation, mais la question c'est à quel âge? Moi, je pense que à la limite, c'est une maltraitance de personnes de cet âge-là. À cet âge, on aspire à se reposer. Si après 38 ans, on a le sentiment qu'on n'a pas encore fini, ça veut dire qu'on ne finira jamais. C'est pas pour rien qu'ailleurs, c'est des mandats de 4 ans renouvelables. Après 8 ans, vous disparaissez de la situation, on donne la possibilité. Parce que si vous ne passez pas la main aux autres, comment saurez-vous si on peut avoir de meilleurs gouvernants que vous? La seule manière de savoir s'il y a de meilleurs gouvernants, on va me dire qu'ils sont réélus. Bon, vous savez, moi, je ne crois pas aux élections dans ce pays, parce que, encore une fois, le dispositif électoral, il est verrouillé et verrouillé de manière à reproduire le système, et donc il faudra le reformer le moment venu. Donc c'est pour dire en fait que à l'âge qu'a notre président aujourd'hui, il devrait se reposer et avoir le sentiment d'avoir fait sa part. Peu importe comment on le juge, mais avoir le sentiment d'avoir fait sa part et laisser la possibilité aux autres de faire leur part. Dans la recherche, dans la recherche des solutions qui sont envisagées dans le sens justement de l'amélioration de la gouvernance et de la résolution d'un certain nombre de difficultés d'ordre politique ou socio-économique, est-ce qu'on peut envisager, Père Ludovic Lado, une sorte de théologie de la libération dans notre pays? Oui, bien sûr. Elle reste à façonner. La théologie de la libération,
elle a eu ses beaux jours en Amérique latine et a créé une dynamique ecclésiale là-bas qui est tout à fait différente de la nôtre. Elle a ses critiques, cette théologie de la libération, y compris en haut lieu dans l'Église. Ouais. Mais elle a aussi ses vertus. C'est que, effectivement, la théologie de la libération dit simplement qu'on ne peut pas célébrer la messe comme si les soucis de justice sociale n'existaient pas. On peut se contenter d'aller dire à la messe ou dire la messe chaque jour pendant qu'on affame les populations, on les maltraite, on les tue. Et l'Église essaye de ne pas regarder parce qu'on dit non, nous, c'est la sacristie, on prie le bon Dieu, il va résoudre tous nos problèmes. Et justement, dans le cas du Cameroun, est-ce que l'Église catholique au Cameroun, de votre point de vue, est capable de s'y mettre au regard de nombreuses accointances qu'on lui attribue avec le pouvoir en place? Encore une fois, je vous ai dit, l'Église camerounaise est très diverse. Et donc, c'est difficile d'englober. Et la théologie de la libération, on ne peut pas l'imposer à une église. Elle naît du cœur de l'église quand on prend conscience de la nécessité de mettre sa foi au service de la justice. Et tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que ce n'est pas la tonalité principale de l'Église du Cameroun aujourd'hui. Ils ne sont pas dans une mouvance de la théologie de la libération. C'est une Église qui a un engagement social très marqué dans le domaine de la santé et de l'éducation. Et c'est une très bonne chose. Ça fait la fierté de l'Église catholique d'avoir formé des générations et des générations de Camerounais et de les avoir bien formés parce que, reconnaissons-le, les écoles et les collèges catholiques restent parmi les meilleurs, sinon les meilleurs du pays. Donc, aussi bien dans le domaine de la santé, ironie du sort, c'est encore Monseigneur Cléda qui nous sort une potion, on ne sait d'où, pour aider à faire face à coronavirus, à côté des hôpitaux qui, n'est-ce pas, constituent le réseau des institutions sanitaires du pays. Donc, l'Église catholique au Cameroun peut être fière de son engagement social dans le domaine de l'éducation et de la santé. Mais ce n'est pas ça la théologie de la libération. Ça aide aussi dans une certaine mesure à libérer les gens de la maladie, de l'ignorance. Mais quand on parle de théologie de la libération, c'est en quelque sorte la rue, si vous voulez. C'est ce que Jonathan disait. Est-ce que les évêques ne peuvent pas organiser des marches pacifiques pour protester contre les maux de la société? Ça, c'est cette forme-là que prend une certaine forme de théologie de la libération. Or, je ne la vois pas dans ce pays. Peu d'évêques seraient prêts à être au-devant d'une marche. Et c'est pour ça que je pose la question de savoir si c'est impossible au regard... Non, c'est pas impossible. C'est possible, c'est très possible. D'ailleurs, il y a l'un ou l'autre évêque, c'est pas tous les évêques qui se taisent. Encore quand je parle comme ça, on me dit, mais pourquoi ils doivent parler? Bon, toujours est-il qu'il y en a qui disent, non, on n'est pas d'accord avec X, Y. Sur le plan politique, la gestion de la chose publique. Il y a l'un ou l'autre. Mais ce n'est jamais une voix, une symphonie. Il y en aura toujours et il y en a toujours eu qui préféreront les miettes qui tombent de la table du roi que de défendre le pauvre et l'orphelin. Il y en aura toujours dans l'Église, mais en fait, pour conclure sur ce sujet, c'est de dire que la tonalité globale de l'Église catholique n'est pas celle de la théologie de la libération. Pas Ludovic Lado, pour défendre un autre Camerounais, Achille Bembe, vous avez initié une pétition et adressé une lettre ouverte à la chancelière allemande concernant les propos controversés d'Achille Bembe et les attaques qu'il subit de la part d'une frange de la classe politique allemande. De quoi il s'agit concrètement? Alors, comme vous le savez, Achille Bembe, le professeur Achille Bembe est l'un des meilleurs intellectuels africains de l'heure. Et il a reçu beaucoup de prix de distinction au niveau international sur la qualité qui célèbre la qualité de son œuvre. Et pour ma part, c'est l'un des intellectuels qui arrive aujourd'hui sur la scène internationale, la scène intellectuelle internationale,
à faire entendre une voix africaine sur les problèmes de notre monde, y compris même Covid-19. Alors, il se trouve que, et ça, pour ceux qui ont lu son œuvre, ils savent que les circonstances de son départ du Cameroun comme intellectuel participent un peu de la dissidence, dans ce sens que, eh bien, les sujets qu'il abordait de front, comme la colonisation, les luttes anticoloniales, eh bien, ne plaisaient pas à tout le monde. Et tout simplement parce que sa pensée s'inscrit dans l'optique de l'émancipation des opprimés. Et partout où il y a oppression, il estime, intellectuellement, sa posture intellectuelle, c'est de dire arrêtez. Voilà. Et il se trouve, pour revenir à ce cas, il se trouve que dans l'un de ses livres, l'un des plus récents, je crois, Politique de l'inimitié, il a évoqué le problème palestinien en des termes comparatifs et en comparant un peu la gestion israélienne du problème palestinien à la politique de l'apartheid en Afrique du Sud. Et ça n'a pas plu à un certain nombre de personnes. Et du coup, certains esprits probablement mal éclairés de la politique, du monde politique allemande ont sauté sur l'occasion pour dire que c'est une comparaison qui frise l'antisémitisme. Et du coup, donc, ça a créé une polémique, parce qu'en fait, il s'agit de deux hommes politiques allemands qui sont responsables de ce que nous appelons, c'est plutôt une campagne de diffamation qui frise d'ailleurs le racisme, parce que nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que c'est l'Allemagne qui doit réagir alors qu'on parle du problème palestinien. Et il y a une sorte de levée de bouclier avec près de 700 intellectuels, écrivains, artistes africains oui, qui ont écrit dans Angela Merkel. Oui, et ils ont signé la pétition en ligne. Mais avant les intellectuels africains, il y a eu pratiquement 400 intellectuels européens, y compris des intellectuels allemands et juifs ou israéliens, spécialistes même de l'Holocauste, qui ont pris fait et cause pour lui, en disant, mais ça c'est encore une fois l'instrumentalisation politique de la lutte contre l'antisémitisme pour faire taire des voix dissidentes. C'est-à-dire, on instrumentalise l'accusation de l'antisémitisme ou la lutte contre l'antisémitisme pour faire taire des voix dissidentes ou des voix qui montrent du doigt, n'est-ce pas, l'oppression d'un peuple. Et du coup, eh bien, donc en fait, c'est pour dire qu'il y a une mobilisation, aussi bien, pas seulement des intellectuels africains, mais aussi des intellectuels. Qui non seulement ont dénoncé, mais ont appelé à un dialogue interculturel sur la solidarité des mémoires et la lutte contre tous les racismes. Tous les racismes, parce qu'au fond... Quel est l'enjeu justement de ce dialogue interculturel? L'enjeu est éthique. C'est-à-dire que au fond, si vous regardez de près la lettre ouverte adressée à Madame Angela Merkel, le souci, c'est de fédérer les mémoires douloureuses de tous les peuples et d'inviter l'Allemagne à s'ouvrir à d'autres mémoires douloureuses, y compris celles que son histoire a contribué à créer. En Afrique notamment, puisque... L'Afrique se sent-elle délaissée dans cette commémoration des épisodes sanglants de l'histoire de la marche du monde? Tout au moins mise en second. Or, au fond, quand on parle de solidarité des mémoires ici, c'est de dire toutes les souffrances ne se valent pas, mais toutes les souffrances méritent du respect. On ne peut pas comparer les souffrances humaines, mais on ne peut pas non plus les classer par ordre hiérarchique. Et du coup, ce que nous appelons, c'est la refondation éthique de la commémoration. Et à ce moment-là, au niveau
mondiale. Et c'est là que peut avoir lieu un dialogue interculturel pour que certaines mémoires ne soient plus mises en marge si vous voulez, de la guérison collective de l'humanité. Mais que toutes ces mémoires-là soient intégrées, y compris, bien sûr, la mémoire, celle de l'Afrique, celle des Palestiniens, celle de tous les peuples qui ont été colonisés et qui portent encore dans leur chair les cicatrices de ces atrocités historiques. Donc, c'est pour cela que accuser Achille Mbembe d'antisémitisme ou de relativiser la Shoah, c'est absurde, c'est abject, comme on l'a dit. Toute sa pensée milite contre ce type d'approche. C'est un humaniste de par sa pensée, de par l'essence même de sa pensée. Et il a toujours écrit pour que le monde soit ouvert à tous. Et c'est pour cela que même au cœur de cette crise, il défend fondamentalement le droit de respirer. Je ne sais pas si vous avez lu certains de ses textes sur le droit de respirer, mais avant ça, il a écrit sur le droit de circuler. Ça veut dire que le monde il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir. Non pas en niant nos particularités, mais en les ouvrant à la richesse des autres. Et à ce moment-là, l'humanité peut féconder, oui, et cette civilisation de l'universel, on peut marcher ensemble vers elle. Père Ludovic Lado, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous évoquiez tout à l'heure la nécessité d'un dialogue interculturel pour célébrer les mémoires plurielles et partager les douleurs des différents peuples qui ont été affectés au cours de leur histoire. Dans le cas du Cameroun, quel type de dialogue préconisez-vous pour justement reconstruire la mémoire du Cameroun, de célébrer ces héros qui se sont battus pour l'indépendance et de faire face à ces crises multiformes qui secouent la République actuellement? Très bonne question pour terminer, puisque c'est la fête de l'unité. Effectivement, on ne peut pas construire un peuple sur l'amnésie. Il y a un travail de mémoire qui reste à faire dans ce pays. Et ça rejoint d'ailleurs l'œuvre du professeur Achille Mbembe. Il y a toute une partie de notre histoire, surtout la partie qui concerne les luttes coloniales, les luttes anticoloniales, ce qu'on appelle en général les nationalismes africains, que l'on occulte dans nos livres d'histoire. Ou quand on les aborde, c'est de manière un peu allusive. Il y a tout un travail de mémoire à faire à ce niveau-là. Et peut-être ça aidera même d'ailleurs aussi à guérir les traumatismes de cette crise anglophone. Parce que là aussi, il y a des lectures contrastées de l'histoire qui ne nous aident pas à guérir comme communauté nationale. Et ce n'est pas en occultant ces mémoires particulières que l'on va résoudre le problème. C'est faire la politique de l'Autriche. Donc j'espère que le Cameroun nouveau dont nous rêvons, ou tout au moins dont je rêve, créera de l'espace pour ce travail de mémoire, pour que la guérison collective puisse... Et donc, effectivement, à l'échelle nationale, c'est bien de faire ce que nous envisageons à l'échelle mondiale dans ce dialogue interculturel des différentes mémoires. Donc, c'est un dialogue que j'appelle de tous mes voeux et j'espère que ça rendra service à l'unité nationale au Cameroun. Merci Père Ludovic Lado. Je rappelle que vous êtes prêtre et jésuite et anthropologue installé au Tchad où vous dirigez un centre d'études universitaires, pour être plus précis. Tout à fait. Merci également à vous, Duval Fangois, d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes les équipes techniques conduites par Mitterrand et Emmanuel Le Wapi pour la réalisation de cette émission. Merci, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.